Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Marion Sigaud. Vous êtes née à Paris en 1950, vous êtes écrivain, historienne et conférencière. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire, vous avez publié des ouvrages relatifs à l'histoire du XVIIIe siècle en France et traitant d'affaires religieuses, policières et judiciaires de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début de la Révolution française. Vous avez publié 18 ouvrages, dont 2 bandes dessinées. Adhérente à l'association Égalité et Réconciliation de 2011 à 2020, vous avez notamment publié aux éditions Contre-Culture des pamphlets critiques contre Voltaire et les Lumières. À cet effet, vous avez publié en 2015 Voltaire, une imposture au service des puissants. Vous avez également publié Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille chez Sigest et Foi de dissidente chez Civitas. En 2020, vous avez quitté Égalité et Réconciliation. Votre dernier ouvrage en date est une analyse de la prose de Gabriel Matzneff, jamais nommé mais reconnaissable, dont vous dénoncez la connivence avec la gauche caviar et la presse aux ordres. Cet ouvrage intitulé De l'amour et du crime, du sexe et des enfants, sorti en 2020. Parallèlement, vous avez étudié des programmes onusiens de sexualisation des enfants par l'école et l'influence des pédophiles dans le monde culturel. Marion, bienvenue à France Liberté. Merci de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Je vous en prie. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, franceliberté.tv. Nous allons traiter dans cette émission principalement 6 thématiques sur le personnage de Voltaire, son profil académique, ses écrits, ses prises de position, notamment au sujet de la liberté, la justice, ses relations, son influence, ses affaires et ses procès, la construction du mythe de l'homme vertueux, et enfin Voltaire au service des puissants. Alors, Marion, merci d'avoir accepté cette interview avec France Liberté. Alors, on a clairement un point commun, France Liberté, nous sommes des chercheurs de vérité, donc on invite des personnes de tous bords, et vous vous déclarez vous-même comme chercheuse de vérité, donc ça tombe très bien. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Alors, je tiens à préciser que vous avez écrit certains ouvrages que j'ai cités sur la pédophilie. C'est un sujet qu'on traitera volontiers dans une émission ultérieure, puisqu'effectivement, c'est beaucoup Volontiers. d'actualité entre l'oligarchie, les réseaux pédophiles, etc. Et c'est un sujet qui est important à traiter et qu'on, probablement, si vous le voulez bien, on traitera dans une autre émission. Alors, François-Marie Arouet, dit Voltaire, est né le 21 novembre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 1778, à 83 ans. Il est un écrivain, philosophe et homme d'affaires français qui a marqué le XVIIIe siècle. Marion, vous avez fait des recherches très approfondies sur Voltaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le personnage ? Alors d'abord, je voudrais vous dire que je n'ai pas commencé par faire des recherches sur Voltaire. J'ai commencé par faire des recherches sur son siècle. Or, il se trouve que quand vous faites des recherches sur le XVIIIe siècle, à un moment ou à un autre, vous allez croiser Voltaire, surtout qu'il est mort en 78, donc vous pouvez même commencer à la fin du XVIIe siècle, vous le croisez déjà. Donc, mon sujet n'était pas du tout d'aborder Voltaire, mais je me suis intéressée à un sujet très précis au début de mes études d'histoire. Je m'intéressais à un personnage qui s'appelait Damien, Robert-François Damien, et qui s'est distingué en attaquant le roi Louis XV et en lui plantant un canif dans le dos. Donc, quand j'ai commencé, je m'intéressais au personnage parce que j'avais un fort soupçon que Damien en voulait au roi pour ses mœurs. Hein. On parlait déjà de. Alors, on ne parlait pas de pédophilie, mais c'est de ça qu'il s'agissait, puisque le mot est arrivé après, mais c'est de ça qu'il s'agissait, puisque le roi était soupçonné, à juste titre, à mon avis, de coucher avec des petites filles et que j'avais compris que Damien était à portée de l'avoir entendu dire et de le savoir. Donc, j'ai supposé que l'attentat de Damien était une affaire de mœurs et j'ai commencé, quand je me suis intéressée au personnage, je me suis intéressée à chercher non seulement tout ce qui avait trait à son procès, parce que c'est la moindre des choses quand on s'attaque à un personnage qui a été condamné à mort, mais également à tout ce qu'ont dit ses contemporains. Et quand je suis arrivée sur ce que Voltaire en disait, j'ai été suffoquée de voir à quel point il disait n'importe quoi, mais n'importe quoi. J'avais pas d'a priori contre Voltaire. Bon, je l'aimais pas, mais on n'a pas aimé non plus les personnages qu'on croise.
sur mon histoire. Donc, j'ai été absolument suffoquée de voir à quel point Voltaire disait n'importe quoi sur Damien. Et je savais que c'était n'importe quoi puisque j'avais les pièces du dossier sous les mains, sous les yeux. Et alors, je vais vous dire par exemple un truc qui m'avait frappé. Il y a plusieurs mémorialistes de l'époque qui étaient à Paris à ce moment-là et qui ont dit au moment où Damien a été ramené de Versailles, où avait eu lieu l'attentat, jusqu'à Paris, où devait avoir lieu le procès, on a interdit à toute la population de se mettre aux fenêtres pour voir passer le convoi. Et plusieurs personnes le disent. Bon, alors je ne sais pas, je n'ai pas en tête les références que j'ai, mais j'en ai plusieurs. Et Voltaire a écrit « Il n'est pas vrai qu'on a prétendu que, etc. » Tout ça, ce sont des choses qui sont inventées par des gens qui veulent se croire au-dessus des autres, etc. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Il n'était pas à Paris. Il était déjà, je crois qu'il était, je ne sais pas s'il était à Ferney ou s'il était encore en Suisse, je ne sais pas. Mais il arrive et il raconte sa version des choses en disant il n'est pas vrai que. J'ai trouvé ça extrêmement choquant parce que s'il veut dire autre chose que ce que disent les autres, ben, il cite ses sources. Il peut dire, par exemple, moi je n'étais pas là, mais j'ai entendu dire que quelqu'un a dit ci ou ça. Or, lui, il arrive et puis c'est un redresseur de tort. Il arrive et il corrige. Alors, il raconte, par exemple, sur Damien, ça m'a beaucoup choqué. Il était fils d'un malhonnête qui avait fait banqueroute. Quoi? Il était fils de paysan. Un paysan, ça ne fait pas banqueroute. Un paysan, ça ne fait pas banqueroute. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme d'affaires qui peut faire banqueroute. En plus, bon, on peut dire, il pourrait dire qu'il a été ruiné, par exemple, parce qu'effectivement, il y a des paysans qui ont été ruinés par la guerre, et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de paysans de la région d'Artois où habitait Damien, mais il pouvait dire, son père a connu, ou ses parents ont connu par les malheurs de la guerre, la ruine. Non, banqueroute, banqueroute, c'est-à-dire qu'on dit, et j'ai bien trouvé dans le dictionnaire, quand on dit banqueroute, c'est qu'on veut dire du mal. Quand on dit banqueroute, c'est qu'on veut mal juger de quelqu'un. Donc, je me suis rendu compte que Voltaire, sur un sujet que j'étudiais particulièrement, alors vraiment à la loupe, hein, j'ai étudié Damien à la loupe, je suis allée chercher le procès, je suis allée en Allemagne retrouver les brouillons du prince de Crouy qui avait enquêté sur les ordres du roi sur Damien. Je suis allée jusqu'en Allemagne pour retrouver les brouillons de son enquête, parce que j'avais dans les archives du procureur général à Paris les rapports qu'il avait faits et j'ai voulu avoir ces brouillons pour pouvoir les comparer. C'est vous dire que j'ai pris les choses et partout où chaque fois que j'atteignais la vérité, je me heurtais à Voltaire qui disait autre chose. Et je me suis dit, c'est de la malveillance de la part de Voltaire. Il ne se trompe pas, il nous trompe. Il nous trompe. Et j'en ai été rapidement persuadée, en regardant comment il fonctionnait avec Damien, je me suis dit, mais quel mépris, comment peut-il traiter ce garçon comme ça? Alors, il n'y a pas que Damien qui méprise, il y a tous alors, par exemple, les gens qui croient qu'on a interdit de se mettre aux fenêtres. Enfin, c'est quoi il arrive, il est le redresseur de tort, il sait mieux que tout le monde et il est l'homme supérieur au commun des mortels. Et ça, je vois de ça. Pas vraiment. Mais je n'ai pas décidé d'enquêter sur Voltaire à ce moment-là. Moi, j'enquêtais sur Damien. Donc, je me suis rendu compte que tout ce qu'il va raconter, que son père avait fait banqueroute. Alors, il disait que c'était un fanatique religieux. Bon, ben, c'est justement pas quoi. Chaque fois, tous les gens qui se penchent sur le dossier Damien voient que c'était un garçon qui avait très peu de religion. Il avait la religion de tout le monde. Il signait quand il voyait passer une procession dans la rue, mais bon, fallait pas trop le pousser, quoi. Fallait pas lui demander de plonger en dévotion. Il voulait bien aller à la messe, mais pas au vêpres, quoi, hein, pour dresser un portrait. Parce qu'il avait un frère qui était très très pieux, qui était janséniste en plus. Donc j'ai des éléments de comparaison pour voir qu'il avait une religiosité qui était plutôt tiède. Et ben Voltaire, il arrive en disant c'est un fanatique religieux. C'est un fanatique religieux. Pourquoi? Parce que le truc de Voltaire, c'est de s'en prendre à la religion. Donc, sans vouloir enquêter sur Voltaire et en enquêtant simplement sur Damien, je me suis prise vraiment j'ai pris ce type-là en grippe en disant mais qu'est-ce qu'il a besoin de médire comme ça des gens? Parce qu'en fait, il médit de Damien, il médit des gens, il dit vraiment du mal des gens du peuple. Alors, il a un mépris foncier pour les gens, ce qu'il appelle de la lie du peuple. Il disait que Damien était un misérable de la lie du peuple. Pas du tout, c'était un domestique fils de paysan. C'est ça la lie du peuple? Les paysans, c'est la lie du peuple, mais c'est le sel de la terre, les paysans. Les paysans, c'était la force du royaume de France, c'était sa paysannerie, 90% de la population, une production absolument extraordinaire. Je veux dire, la campagne française était ratissée comme un jardin. Enfin, c'est grand, c'est beau la paysannerie française. Lui, il appelle ça la lie du peuple. Bon, donc il m'a vraiment agacé sur le sujet de Damien, mais je ne me suis pas intéressé à lui au-delà de ça. Mais je l'ai recroisé ailleurs. Parce que je vous dis, quand on fait une recherche sur un sujet au XVIIIe siècle,
recherche qui a dit quoi sur le sujet. Donc, à un moment donné, on va regarder ce que Voltaire en a dit. Puis avec Internet, on a des moteurs de recherche qui permettent de faire des recherches sur des groupes de mots. Ça va très, très vite. Encore qu'au début, je n'avais pas Internet. Au début, j'ai quand même beaucoup usé mes fonds de culotte sur les bancs des bibliothèques, des archives à Paris et ailleurs. Donc, mais enfin bon, Le principal des j'ai archives de ouais. Voltaire sont localisées où? Alors, pour Voltaire, je n'ai pas travaillé aux archives, c'était sur Damien que j'ai travaillé aux archives. Y a des archives de Voltaire. J'ai retrouvé des lettres de Voltaire à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, mais je ne sais pas où sont tous les originaux de ce qu'il a publié, mais vous avez l'intégralité des œuvres de Voltaire qui ont été publiées en œuvres complètes chez Gallimard. C'est Gallimard qui fait les œuvres complètes. Alors, j'espère que je ne dis pas une bêtise. Donc, vous avez tout Voltaire est disponible. Et il y a des gens qui sont allés rechercher au-delà de ce qu'il y avait dans ce tout Voltaire et qui ont retrouvé des références. Donc, Voltaire est un personnage qui a été ultra publié, commenté. Enfin, on peut maintenant trouver tout Voltaire sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Voltaire Intégral dans lequel vous avez absolument tout Voltaire. Et non seulement les courriers qu'il a écrits, mais les courriers qu'il a reçus. Donc, ça vous permet de… Voilà. Alors vous, votre force, clairement, c'est, contrairement à de nombreuses personnes qui écrivent des livres, vous ne faites pas de recyclage, vous êtes allé faire des recherches, vous avez sorti les Ça, archives c'est clair. et vous Ça, allez c'est clair. vérifier plusieurs fois ce que vous aviez entre les Ah, mais ça, mains. c'est Et clair. donc, Ah vous oui, oui, avez les oui. pièces à conviction, grossièrement. Tout à fait, tout à fait. Moi, je fais de l'histoire pour le plaisir d'aller chercher la vérité là où précisément on veut nous la cacher. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre un historien et un compilateur. C'est que le compilateur, qui peut faire un travail très intéressant au demeurant, va s'intéresser, va compiler le travail des chercheurs, alors que le chercheur, c'est celui qui va chercher à la source. Donc, pour ce qui concerne le travail sur Damien, je suis allé chercher à la source. Pour ce qui concerne le travail sur Voltaire, je suis allé chercher dans les publications de Voltaire. Je ne suis pas allé chercher ses manuscrits. Mais maintenant, bon, les œuvres complètes de Voltaire, c'est quelque chose de sérieux et personne n'a jamais dit que ce n'était pas digne de foi. Et quelquefois, la vérité concernant Voltaire, on la trouve dans une note de bas de page qui trouve à la fin du dernier chapitre. C'est compliqué d'enquêter sur Voltaire. Ces admirateurs qui ont commencé à vouloir, notamment Condorcet, mais pas le seul, à vouloir compiler ses écrits, ont beaucoup menti sur Voltaire. Ils ont beaucoup caché des choses dont ils ne voulaient pas qu'elles soient connues. Hein. Donc, il y a une relecture à faire également entre les écrits de Voltaire tels qu'on les publie aujourd'hui et les écrits de Voltaire tels que ses contemporains, ou enfin ses amis les ont publiés juste après sa mort. Donc, une fois que j'ai compris, pour revenir à Damien, une fois que j'ai compris qu'il avait menti, je me suis dit, bon, mais c'est parce qu'il n'aimait pas Damien. Mais pour moi, Voltaire, ça restait celui qui avait réhabilité Jean Calas et puis l'ennemi de la superstition. Et puis, alors, j'ai quand même la superstition du fanatisme surtout. Et alors, moi, je me suis intéressée également, et ça, c'était en parallèle avec l'affaire Damien, parce que c'était vraiment l'époque qui voulait ça, aux affaires d'enlèvement d'enfants et de querelles. Enlèvement d'enfants à Paris en 1750 et querelle ecclésiastique, c'est-à-dire querelle religieuse entre le Parlement de Paris, l'archevêque de Paris et le roi. Eh bien, pareil, là, je me suis penchée mais à la loupe, comme je sais faire, je me suis penchée de très très près sur ces querelles ecclésiastiques et j'ai lu, alors là, je suis allée chercher ce que Voltaire en disait. Une honte, une honte. Il ment. Et là, je me suis dit, celui-là, je vais lui régler son compte un jour ou l'autre. Voilà. Donc, j'ai terminé, j'ai repris mes recherches sur les autres sujets. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais attaquer Voltaire. Donc, j'ai lu le livre d'un monsieur fort sympathique au demeurant, que j'aurais pas pu croiser dans ma vie, parce que je crois qu'on a vraiment des parcours très distants. Il s'appelle Michel Cuny. Il a écrit un livre qui s'appelle Voltaire, l'or au prix du sang. Ah, déjà, le titre me plaisait bien. C'est un excellent travail qu'il a fait. Alors, un pamphlet, hein, c'est du cogne. Hein. Et il a fait vraiment un excellent travail. Et là, il m'a donné des pistes. Et c'est lui qui m'a montré, je ne connais pas, hein, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est à partir de ce livre que j'ai regardé comment on cherchait, il fallait chercher Voltaire dans sa correspondance. Parce qu'il y a deux Voltaire, en fait. Et je vais vous expliquer comment marche l'imposture Voltaire. Voltaire, il écrit de deux manières. Il écrit au public, c'est-à-dire il écrit comme écrivain, et il écrit à ses correspondants comme ami, donc, il y a le Voltaire public et le Voltaire privé. Et tant que vous n'avez pas compris que ce que dit en public, il faut d'abord et surtout savoir ce qu'il en dit en privé, vous n'avez pas compris Voltaire.
Et là, c'est là vraiment que j'ai appris. Et quand chaque fois, chaque aspect de la vie de Voltaire que j'ai voulu observer à partir de cette méthode-là, c'est-à-dire comparer ce qu'il dit en public et ce qu'il dit en privé, tout a dégringolé. Alors, je peux vous parler de l'affaire Calas, ça c'est quelque chose qui… Quand j'ai commencé à écrire en histoire, j'ai écrit, ça devait être en 2011, je crois, un article que j'ai retrouvé, que j'ai remis après dans un livre, où je raconte à propos des Lumières, ceci, cela, Voltaire a été celui qui a fait réhabiliter l'innocent Calas. C'est-à-dire que pour moi, Calas, qui était un protestant qui a été exécuté en 1762 à Toulouse, Calas était un innocent qui a été condamné à mort par une justice aux ordres du catholicisme et qui a condamné Calas parce que Calas était protestant. Quand j'étais gamine, j'ai vu un téléfilm à la télévision en noir et blanc, vous savez, les télévisions avec des coins en rond, avec une image qui sautait, c'était la télé, j'ai connu ça, et noir et blanc avec tout petit écran rond, là. Et j'avais été indignée de voir comment la justice d'Ancien Régime pouvait condamner un homme uniquement parce qu'il était protestant. Enfin bon, c'était le grand scandale. Et l'idée, c'était en fait d'admirer Voltaire parce que par la seule force de sa plume, et c'est ça qu'il faut dire toujours de Voltaire, par la seule force de sa plume, il a réussi à faire dénoncer une injustice flagrante. Alors, il n'a pas rendu la vie à un malheureux qui avait été exécuté, mais enfin, il a fait réhabiliter la veuve et les enfants, il a fait dédommager, il a fait biffer le jugement indigne des registres. Enfin, grâce à Voltaire, on a réhabilité un innocent. Bon. Et puis, alors, un peu grâce à Michel Cuny, qui avait bien étudié la chose, également grâce à, comment s'appelle-t-il, le professeur, le nom me revient, chaque fois que je suis en direct, je ne me souviens jamais des noms, un éminent professeur d'histoire que je voudrais saluer dès que j'aurai retrouvé son nom, en me penchant bien sur ce qu'ont fait ces deux chercheurs, je me suis dit, il y a un loup énorme sur l'affaire Calas. Alors là, vraiment, l'affaire Calas, il faudrait que je me penche là-dessus. Eh bien, je suis allée à Toulouse. Je suis allée à Toulouse parce que si on veut étudier l'affaire Calas, il faut aller sur place. Je pense que, Donc vous avez je crois, consulté le dossier, c'est ça? je ne l'ai pas consulté, je l'ai entièrement photographié et ramené à la maison et entièrement lu. J'ai également téléchargé, parce que c'est possible maintenant grâce à Internet et aux sites d'archives qui sont très actifs et très disposés à aider les chercheurs, j'ai téléchargé tout ce qui avait été écrit, tout ce qui avait été, comment dirais-je, imprimé à partir du dossier. C'est quand même plus pratique parce que lire des archives, c'est quelquefois très fatigant parce que c'est pas toujours bien écrit. Enfin bon, tout ça, ça a été… Les archives à Toulouse et les bibliothèques sont très riches en dossiers Calas et j'ai photographié l'intégralité du dossier Calas que j'ai ramené chez moi. Je suis allée à la maison Calas, j'ai poussé la porte, j'ai regardé la rue des Filatiers. Enfin, je me suis mise dans l'ambiance de Calas et j'ai compris que Calas, c'était pas du tout un innocent, c'est un coupable, que il n'a jamais été condamné à mort parce qu'il était protestant, il a été condamné à mort parce qu'il avait tué son fils. Et en analysant, alors vous avez un dossier juridique, c'est ça que je suis allée chercher aux archives. Vous avez un premier interrogatoire, vous avez un défilé de témoins, vous avez un deuxième interrogatoire, vous avez des comptes rendus de médecins, des comptes rendus de chirurgiens, des expertises, tout ça, c'est dans le dossier. Quand vous lisez ça, vous ne comprenez pas qu'on ait pu simplement mettre en doute la culpabilité de Calas. C'est une évidence que c'est lui qui a tué son fils. Mais c'est évident, c'est évident. Et pour faire croire le contraire, il a fallu la force démoniaque d'un menteur patenté qui s'appelle Voltaire, qui n'hésite pas à prendre la vérité et à la tordre et à complètement la renverser pour faire dire aux choses le contraire de ce qu'elles sont. C'est absolument effroyable. Alors, en analysant bien, et ça, j'ai fait quand même une grosse partie de mon livre, hein, Voltaire, une imposture au passé des puissants, j'ai fait une grosse partie de ce livre sur l'affaire Calas. En analysant bien, on se rend compte que Voltaire, au début, il se lance sans savoir, et au fur et à mesure, il se renseigne véritablement, et il atteint petit à petit la vérité. Et plus il atteint la vérité, plus il ment, parce qu'il ne veut pas que les gens l'atteignent. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il dit, un soir, Marc-Antoine Calas, c'est ce jeune homme que son père aurait tué, a tué, et qui se serait suicidé. La thèse de Voltaire, c'est il s'est suicidé et son père a voulu, etc.
faire croire qu'un rôdeur, etc. Enfin bon. Moi, je sais que Marc-Antoine ne s'est pas suicidé, c'est bel et bien son père qui l'a tué. Faut mettre le nez faut mettre le nez dans le dossier pour s'en rendre compte. Alors, ce que dit Voltaire, il dit, on sait que C'est son père qui l'aurait tué? c'est son père qui l'a tué, oui, oui, c'est son père qui l'a tué. Je veux raconter comment on le sait. Hein, bon. Mais Voltaire dit à un moment donné, ce jour-là, le jour de la mort de Marc-Antoine avait perdu son argent au jeu. Et il est rentré. Il dit, mais il n'a pas inventé ça. C'est dans le dossier. On sait que Marc-Antoine Calas, le jour où il est mort, avait perdu de l'argent au jeu. Il jouait au billard. Or, l'argent qu'il a perdu au jeu, ce n'est pas son argent parce qu'il n'en avait pas. C'est l'argent de son père. C'est-à-dire que Voltaire, c'est pas par lui que je sais que Marc-Antoine avait perdu son argent au jeu, c'est parce que j'ai étudié le dossier et qu'il y a suffisamment de pièces pour pouvoir comprendre ça. Donc, la vérité de l'histoire, c'est quoi? Marc-Antoine Calas travaillait chez son père qui était marchand de tissus. Il avait 28 ans. Il avait fait des études de droit. Il voulait être indépendant. Son père lui faisait vendre des crotonnes et des indiennes à des dames du quartier sans le payer. Le garçon avait une colère, mais sourde et permanente contre son père qui l'exploitait et qui ne laissait pas partir. Donc, un jour, une dame est rentrée, qui fait partie des témoins de l'affaire Calas, elle est rentrée dans la boutique et elle a vu le père Calas qui tenait le fils comme ça, au collet, et qui lui dit « Il ne t'en coûtera que la vie, il ne t'en coûtera que la vie ». Et la dame dit « J'ai cru à ce moment-là que le fils avait volé le père ». Et il se trouve que, précisément, et ça on le trouve dans le dossier, le jour de sa mort, Marc-Antoine avait été chargé par son père d'aller changer des pièces d'argent en pièces d'or. C'est-à-dire, vous avez de la petite monnaie, vous avez une quantité de monnaie, vous allez chez un changeur pour obtenir, pour réduire le volume et changer. Et on n'a pas retrouvé les pièces d'or. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son argent au jeu ce jour-là. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Marc-Antoine Calas, que son père ne payait pas, et qui tapait dans la caisse, comme l'a bien compris une voisine qui rentrait un jour où le père était en train de le corriger. Le jour où son père lui a donné de l'argent pour aller le changer en or, il l'a joué et il l'a perdu. Et il est rentré dîner. Et là, le dîner a été une soupe à la grimace. Il y avait le père, la mère, la servante, il y avait un ami de passage, Gobert Lavaïs, et il y avait un frère et Marc-Antoine. Ils étaient 6 autour de la table. À un moment donné, d'après la version officielle, Marc-Antoine est descendu pour aller jouer au billard, et ensuite son frère et l'ami de la famille sont redescendus, ils ont poussé des cris, il est mort, etc. etc. Et là, il y a 2 versions, on l'a retrouvé mort, étranglé par terre, puis après non, le lendemain ou le surlendemain, ils ont dit non, on l'a pas trouvé par terre, on l'a trouvé pendu entre 2 portes. Bon, c'est pas pareil, par terre ou entre 2 portes, c'est pas la même chose. Or, ce qui s'est passé, c'est que, alors, ce qu'on peut reconstituer, c'est que Marc-Antoine n'est pas descendu tout seul, son père l'a fait descendre et il a dû lui dire « et l'argent ?» Il a dû le faire mettre à genoux. Et certainement, il l'a étranglé de colère. Je ne pense pas que le père ait voulu tuer le fils parce que ça choque mon entendement des choses et des gens. Et tel que j'ai étudié le père Calas, parce que j'ai quand même beaucoup lu ses déclarations, je ne le vois pas comme un assassin. Par contre, je le vois comme un colérique qui peut très bien tuer quelqu'un. Par colère, et à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Et ils ont tous juré, ils ont tous déclaré, toute la famille, sous serment, qu'ils l'avaient trouvé étranglé par terre. Et 3 jours après avoir vu leur avocat, ils ont dit non, il était pendu entre 2 portes. Toutes les vérifications ont été faites pour dire que pendu entre 2 portes, ça n'était pas possible, parce que la porte était trop basse, que l'écartement n'était pas bon, etc. La pendaison entre 2 portes ne marche pas. Donc, il reste l'étranglement. Comme la maison était fermée de l'intérieur, qui voulez-vous que ce soit? Qui voulez-vous que ce soit? Donc, le truc est authentique, c'est ça qui s'est passé. Et Voltaire arrive en disant tout ça, c'est des mensonges. Il avait perdu son argent au jeu. Mais quel argent? Quel argent il a perdu au jeu? Il n'en avait pas précisément. Et on a des enquêtes de police qui ont été faites, parce qu'il y avait une plainte d'un autre petit frère qui disait « mon père ne veut pas me payer mes études ». Il y avait une enquête qui avait été faite pour savoir si le père Calas exploitait ses enfants. Comme ils étaient protestants, on les avait à l'œil. Donc, si Calas exploitait ses enfants, et il y avait eu une enquête qui avait dit oui, le père Calas, il dure avec ses enfants, il ne peut pas les payer, mais enfin bon, c'est pas terre familias, il fait ce qu'il veut chez lui. Donc Voltaire savait tout ça.
Et c'est lui qui a inventé que on sait que Marc-Antoine s'est suicidé. Non, Marc-Antoine ne s'est pas suicidé, il n'avait aucune raison de se suicider. Et de toute évidence, et toutes les vérifications ont été faites, son père l'a étranglé. Je pense qu'il l'a étranglé sans vouloir l'étrangler, c'est-à-dire sans vouloir le tuer, et qu'il a serré trop fort. Et je pense que quand vous êtes un père de famille, que vous avez 6 enfants, plus une servante, que vous êtes, c'était une période de guerre, hein, les affaires allaient mal, que vous confiez de l'argent à votre garçon et qu'il le perd, il y a de quoi avoir une colère monstrueuse. Et à mon avis, c'est par colère qu'il a serré trop fort, sans vouloir le tuer. Mais dans le système judiciaire d'Ancien Régime, si vous menacez quelqu'un de mort, je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je vous dis comment ça se passait. Comment ça se passait dans le règlement, dans le code, le code criminel de l'Ancien Régime, code criminel de Louis XIV, à partir de Louis XIV. Si vous menacez quelqu'un de mort et qu'on retrouve cette personne morte, vous êtes considéré d'emblée comme coupable. C'est même pas la peine de chercher. Or, le père Calas, devant témoin, a dit « il ne t'en coûtera que la vie ». C'est-à-dire qu'il l'a menacé de mort. Et on l'a retrouvé mort. Ça n'a pas empêché les juges d'enquêter, et encore, et encore, et encore. Et il y a eu une procédure d'appel. Alors on dit, j'ai rencontré un jour une petite jeune fille tunisienne qui me disait, alors Marion, c'est effrayant tout ce que vous dites, on est obligé de tout remettre en question. Ben, j'ai dit, oui, je pense que c'est à ça que ça revient. Il dit, moi j'apprends à l'université que Calas il a été condamné parce qu'il a fait des aveux sous la torture. Alors, encore un truc que Voltaire a propagé, mais qui est totalement mensonger et qu'il a propagé de façon absolument odieuse, c'est qu'on torturait les gens et qu'une fois qu'on les avait torturés, qu'on en avait des aveux, on les condamnait. Mais c'est pas vrai, puisque la torture faisait partie du jugement de condamnation. On était condamné à être torturé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait être torturé que si on était déjà reconnu coupable. C'est comme ça que ça se passait. Voltaire le savait. Et il a prétendu le contraire. Voltaire a fait passer la justice d'Ancien Régime pour une justice d'imbéciles heureux qui disaient on n'a pas la vérité, on va le torturer, comme il va avoir mal, il va vouloir arrêter, il va dire la vérité, comme ça on va le condamner. Mais non, puisque la torture était dans le jugement de condamnation. Et précisément pour Calas, il a été condamné à être torturé en première instance. Le premier tribunal qui a examiné son cas, l'a condamné à être torturé. Pourquoi condamné à être torturé? Pour avoir ses aveux, pas pour avoir la conviction qu'il était coupable. Il y avait tout qui prouvait qu'il était coupable, mais il ne voulait pas avouer. Or, dans l'Ancien Régime, on voulait que les coupables avouent. On voulait qu'ils avouent. Donc, Calas a été torturé, il a été condamné à la torture dans son premier jugement des capitouls de Toulouse, et à partir du moment où une peine était prononcée en première instance, une peine afflictive était prononcée, c'est-à-dire la torture ou la mort, l'appel était automatique au Parlement. C'est-à-dire que Calas a bénéficié immédiatement de toute la procédure, de toute la complexité de la procédure de l'époque. Et Voltaire raconte, on l'a condamné comme ça, sans forme de procès. Comment ça, sans forme de procès? Le procès a duré 5 mois. Il ne faut pas exagérer. Il a eu tout, il a eu toute la défense, alors il a eu droit après sa condamnation en première instance, il a eu droit à une procédure d'appel. Donc, il a été condamné à être torturé en première instance, ça n'a pas été fait, puisqu'il a fait immédiatement appel, enfin, la procédure d'appel a suivi son cours, et dans le jugement d'appel, là, il a été effectivement de nouveau condamné à être torturé avant son exécution, pas pour obtenir son exécution. Voltaire le sait, il ment tout le temps. Voltaire a écrit une cochonnerie, un torchon qui s'appelle le traité de la tolérance, dans lequel il raconte tout le premier mot, la première phrase du traité de la tolérance, qui a été distribué à Paris pendant l'épisode Charlie, Charlie par-ci, Charlie par-là, la tolérance, il fallait lire. La première phrase du traité de la tolérance, c'est le meurtre perpétré à Toulouse au mois de mars, etc. Comment ça, un meurtre? Une exécution capitale, c'est pas un meurtre. Le premier mot est mensonger. Donc, tout ce que raconte Voltaire, c'est pour dire du mal du système dans lequel il vivait, dire du mal de son roi, dire du mal de son pays, dire du mal de ses contemporains, dire du mal. Et on est là, il faut être béat d'admiration. Et moi, quand j'ai compris que Calas était coupable, ça ne m'a pas fait détester Calas, parce que j'éprouve. On est obligé de s'attacher à des personnages qu'on croise comme ça. Je veux dire, quand vous écoutez un interrogatoire, un deuxième interrogatoire, et puis des témoignages et tout, vous les faites vivre, ces personnages, vous devenez amis avec eux. Et moi, j'ai de la compassion pour le père Calas, et un rien d'admiration quand même, parce que on l'a torturé. Alors, ce que disent des témoins, c'est on l'a torturé de la façon la plus légère possible pour qu'il avoue pas. Pourquoi? Parce que les juges ne trouvaient pas drôle de condamner toute la famille. Toute la famille était comparse. Ils ont tous menti sous serment.
Donc, ils sont potentiellement tous coupables de la mort de Marc-Antoine. Et les juges ont voulu resserrer le jugement sur le père et qu'on en arrête là. Donc, quand ils l'ont torturé, ils ont fait en sorte qu'il n'avoue pas. Et ce qu'on essayait de lui faire avouer, c'était ses complices. On torturait pour avoir les aveux et les complices. Et Calas, courageusement, a défendu sa famille jusqu'à la mort. Il n'a pas dit, il a couvert les siens. Bon, honneur lui soit rendu, grâce lui soit rendue, mais je ne pense pas qu'il ait voulu tuer son fils. Je suis intimement persuadé qu'il l'a fait. Toute l'affaire Calas est un mensonge sur lequel on continue de tirer des traites pour dire du bien de Voltaire, qui est un fief et menteur, et pour charger négativement tout le système d'Ancien Régime que j'ai découvert comme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus juste que ce que j'en ai soupçonné. Et les juges vraiment jugeaient en leur âme et conscience. En leur âme et conscience. Il y a même un juge, je crois qu'ils étaient 11 ou 9, je ne me souviens plus, enfin il fallait un nombre impair pour des raisons qu'on devine. Il y a même un juge qui, avant de rendre sa décision, est allé faire une retraite dans un couvent pour s'isoler et ne pas recevoir les impressions du monde. C'est dire que ces gens prenaient la chose au sérieux. Et Voltaire, il a dit, c'était des fanatiques, ils ont voulu faire... Il ment, c'est effroyable. Justement, sur le personnage, donc, on pense que Voltaire, il est considéré comme une idole, évidemment, un modèle de vertu. Pourtant, c'est un personnage, au fil de vos explications et des recherches que vous avez faites, clairement, c'est un opportuniste, un arriviste, un malotru, un pingre, un malhonnête, sournois et aussi escroc, hein. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques anecdotes de son attitude à ce personnage? Par rapport à ses procès, par exemple, bon, alors, vous aviez mentionné le fait qu'il était il était voisin voilà, l'affaire du président de du Brosse. président, oui. Là. Vous pouvez nous donner cette alors, anecdote? le président de Brosse, voilà, le président de Brosse. Alors, on était président quand on était magistrat, on était président ou conseiller. Voilà, dans un parlement, vous étiez président ou conseiller. Le très, très aimable président de Brosse était magistrat au parlement de Dijon. Et il avait une propriété à côté de Genève, à côté de Ferney. Et Tournai, ça s'appelait. Et il était propriétaire de Tournai. Et quand Voltaire a acheté Ferney, il a lorgné sur la propriété de Tournai en disant si je pouvais arrondir mon domaine en englobant le domaine de Tournai, ça serait bien. Donc il écrit au président de Brosse en disant Monsieur le Président, je suis très admiratif de tout ce que vous faites. Le président de Brosse, c'était une très jolie plume, c'était à la fois un magistrat et un écrivain. Et c'est un très honnête homme. C'est vraiment le gentilhomme dans toute du 18e, dans toute sa merveille. Cultivé, gracieux, aimable, intelligent. Vraiment. Les belles manières. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de sympathie pour le président de Brosse. Et le président de Brosse reçoit un courrier de Voltaire, il est tout flatté, parce que Voltaire, c'est une célébrité, hein, on le célèbre jusqu'en Suède, c'est une célébrité. Donc, vous recevez un courrier d'une célébrité qui vous demande, comme un service, est-ce que vous me vendriez votre propriété? Alors, le président de Brosse, très aimablement, dit, cher monsieur de Voltaire, ma propriété n'est pas à vendre. Bon, on ne vend pas, il a des enfants, il a un patrimoine à conserver, il n'a pas à vendre à Voltaire. Et Voltaire insiste en lui disant, écoutez, cher président, j'aimerais au moins vous l'acheter ma vie durant, et puis, c'est une sorte de viager, quoi. Et puis, à ma mort, oh là, attendez, il faut que je cours. Il propose une location à vie. Donc, le président de Brosse est tenté. Il dit, après tout, pourquoi pas. Et il commence à rédiger tout un protocole. Et un jour que le président de Brosse se rend sur ses terres à Tournai et où il rencontre Voltaire, il voit passer un paysan avec une grosse charrette de bois. Et Voltaire lui dit, oh là là, le bois ici, il en faut, hein, il fait froid. Alors le président de Brosse lui dit, cher monsieur de Voltaire, ce brave homme que vous venez de voir passer, il travaille sur mes terres, voyez avec lui, il vous en coupera du bois. Si vous avez boulé du bois, il vous faut un bûcheron. Il vous faut du bois, il vous faut un bûcheron. Parce qu'une fois que vous dites, bon, si je vous dis, voilà, j'ai une parcelle, j'ai 1 hectare de bois, servez-vous, non, il vous faut un bûcheron. Donc le président de Brosse. Surtout à l'époque, avec les moyens rudimentaires pour pouvoir justement faire du bois. C'est du boulot. C'est du boulot de faire du bois. Il faut trouver le bon bois, il faut le couper au bon moment. Enfin, je veux dire, c'est un métier, quoi. Il faut le sécher.
Il faut le CG le sortir, il faut le débarder. Hein. Aujourd'hui, on a des tracteurs. Mm. Aujourd'hui, on a des élévateurs. Et à l'époque, ça se faisait à la main. Vous voyez, Tout à la main, en c'est fait. une histoire. Tout se faisait à la main. Tout se faisait à la main, à la scie, à la hache et à la charrette avec des chevaux et tout. Enfin, c'est tout boulot de faire du bois. Donc, ce brave monsieur, je me Baudy, je crois, savait faire du bois. Il était sur le domaine du président de Brosse. Vous voyez, avec monsieur. Bon. Et alors, le temps passe. Je vous laisse l'affaire se fait entre le président et Voltaire pour ce qui concerne son domaine. Mais arrive un jour, le président de Brosse fait ses comptes à la fin de l'année et il voit que son, son paysan, Bûcheron. là, Mm. Baudy, lui, pardon, Bûcheron. non, c'était pas son bûcheron, Mm. c'était son métayer. D'accord. Il lui facture du bois pour Monsieur de Voltaire. Alors il dit, dites donc, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors il va voir son gars, il lui dit, c'est quoi? Ah ben c'est Monsieur de Voltaire me dit que je lui ai fourni du bois, il m'a dit que c'était vous qui lui offriez. Alors tout de suite, il écrit à Voltaire, il dit, monsieur, mon gars, il est un peu naïf, il est gentil, mais enfin, c'est très bien qu'on ne fait pas de cadeaux comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il aura mal compris. Il aura mal compris. Voilà, je suis désolé, vous prie de l'excuser, mais enfin voilà, vous me devez tant quand même. Voltaire n'a jamais, jamais voulu payer. Jamais. Il a estimé que ce bois devait lui revenir gratuitement. Il a pourchassé le président de Brosse de sa haine jusqu'à lui l'empêcher d'entrer à l'Académie française, où à un moment donné, il était bien placé pour entrer. Voltaire a écrit à tous les gens qui étaient susceptibles de voter pour le président. Et moi, je sors et je ferai dire pourquoi. Je saurais dire pourquoi. Il a écrit à tous les magistrats du Parlement de Dijon pour dire que le président de Brosse était un venteur, un menteur, un voleur, un affabulateur. Il l'a dénigré jusqu'à Versailles. Il a écrit des horreurs sur le président de Brosse simplement parce qu'il ne voulait pas payer son bois. C'est tout. C'est tout. Il estimait que ce qu'il devait payer, c'était mieux si c'était gratuit, et il était prêt à tout pour obtenir ça. Et le président de Brosse a été traîné dans la boue par Voltaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu le croire, mais il a subi quand même une attaque, une diffamation monstrueuse. Voltaire a écrit à tous ses confrères du Parlement de Dijon pour en dire du mal. C'est abominable. Abominable. Et à la mort de Voltaire, la propriété de Tournai est revenue au président de Brosse, il y avait eu des déprédations. L'héritière de Voltaire, Madame sa nièce et maîtresse, Madame Denis, a été obligée de payer des 1000 et des cents pour dédommager l'héritier du président de Brosse de toutes les déprédations qu'avait fait Voltaire. Donc ça, c'est le personnage privé. C'est une horreur et une abomination, véritablement. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport au personnage. Bon, il y a la façade, hein, ce qu'on voit en apparence, et le vrai personnage. Bon, déjà, j'ai un petit peu regardé vos interventions, différents endroits sur cette thématique. Euh, Pourquoi il fut l'opposé d'un défenseur de la liberté d'expression? Voltaire a passé son temps à... Voltaire ne supportait pas qu'on le critique. Donc lui, il pouvait dire du mal de tout le monde, mais il ne fallait pas dire du mal de lui. Donc la première personne qui se permettait de le critiquer, il en voulait la mort. Mais il en voulait la mort. Voltaire avait le bras très long. Alors j'ai expliqué comment Voltaire avait le bras long, parce qu'il faut quand même le comprendre. Voltaire, quand il était petit, il est entré au collège des Jésuites de Louis le Grand. Et on y entrait en primaire. Hein. C'était de la maternelle, enfin ça n'existait pas, de l'école primaire à la terminale. Et il a fait toutes ses études chez les Jésuites, qui étaient les meilleures études disponibles. On n'était nulle part mieux éduqué que chez les Jésuites, et Voltaire a fréquenté sur les bancs de la classe des gens qui sont devenus ministres. Donc, il a eu parmi ses camarades de classe des gens qui sont devenus l'intime du roi, qui sont devenus garde des sceaux, qui sont devenus ministres des Affaires étrangères. Enfin, il avait un carnet d'adresses qu'il a très habilement entretenu tout le temps, toute sa vie. Il est resté en relation épistolaire et il écrivait divinement bien. Il écrivait divinement bien. Une lettre de Voltaire, c'est un bijou. Il écrivait magnifiquement. Et grâce à ce talent et à ce sens des relations publiques, il a conservé toute sa vie des relations intimes avec des gens très, très haut placés. Et ces relations avec des gens haut placés ont fait de lui un personnage redoutable qui réussissait, quand il voulait obtenir une lettre de cachet pour faire emprisonner quelqu'un qui lui déplaisait, et uniquement parce qu'il lui déplaisait, il avait les moyens de l'obtenir. Et il a notamment
brisé la vie d'un jeune protestant qui s'appelait La Baumelle, un jeune homme tout à fait, alors déjà un bon écrivain, un poète intéressant et un jeune homme, un jeune protestant engagé dans la défense de la communauté protestante. Moi, j'en fais pas partie, mais je respecte. Et il avait fait partie, il était le beau-frère de Gaubert Lavaïs, le jeune homme qui avait été pris dans l'affaire Calas. Et il avait toutes les raisons a priori, d'apprécier Voltaire. Et Voltaire a eu des raisons de l'apprécier. Or, il s'est permis une critique littéraire sur Voltaire. Voltaire l'a pourchassé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et il l'a fait emprisonner 2 fois. Il l'a fait embastiller 2 fois. Et Voltaire était capable, pour faire embastiller des gens qui lui déplaisaient, de fournir des fausses déclarations, des faux témoignages, des dénonciations calomnieuses totalement mensongères. Il était capable de ça. Et la femme de La Baumelle, un jour, a écrit à Voltaire, mais vous ne pouvez pas le lâcher, mais oubliez-le. Non, il n'oubliait jamais. Et Voltaire a eu notamment il a pris en grippe le savant Maupertuis, qui était intime du roi de Prusse, Frédéric, et il l'a poursuivi de sa haine jusqu'après sa mort. Et Frédéric a écrit un jour à Voltaire, mais il est mort maintenant, vous ne pouvez pas le laisser. Non, non. Et Voltaire était un haineux qui ne lâchait jamais, jamais, jamais ses proies. Et ce qui pouvait déclencher la haine de Voltaire, c'était simplement qu'on ose émettre une critique à son égard. Une critique, pas un jugement, pas une critique. Par exemple, dire que tel poème n'était pas génial, par exemple. Et il y a un critique littéraire qui s'appelait Élie Fréron, qui est le père de toutes les critiques littéraires. C'était un grand personnage de la littérature en France. Voltaire l'a harcelé pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et un jour, à l'ultime attaque de Voltaire contre Fréron, Fréron a fait une crise cardiaque. Il a dit, je ne veux plus, je veux plus. Alors, Voltaire l'a fait emprisonner, il l'a fait embastiller. alors vous dites aussi que Voltaire n'a jamais milité pour l'abolition de la torture ou de la Ah peine non, de jamais, mort. jamais. Donc on voit Ah non, qu'en jamais. fait, le personnage, bon, c'était un menteur pathologique. Oui. Si, il a milité contre l'abolition d'une torture qui n'avait pas cours. Et il a trouvé très bien celle qui était abominable. Par exemple, il a trouvé que le supplice de Damien, c'était justifié. Il n'y a pas de raison, il avait attenté au roi, alors que le supplice de Damien, c'était un déchaînement de barbarie qui dépasse l'entendement. Ça allait. Donc, il a dénoncé une torture qui n'avait pas lieu, il n'a pas dénoncé la torture qui avait lieu. Non, non, c'est rien, c'est tout, c'est le contraire d'un humaniste. Il a Alors, détesté. Oui. vous dites aussi qu'il est, finalement, c'est un adepte fervent des passe-droits et du copinage. Il a fait ça toute sa Ah, il vie a fait que quasiment. ça. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. Donc, Et à un moment en donné, oui. apparence, il se donne toutes les vertus. Enfin, l'image qu'on a de Voltaire dans le milieu académique, que ce soit au collège ou au lycée, moi, j'étais effrayé d'entendre les résultats de vos recherches. Quand j'ai entendu Oui. ça, je me suis dit, mais C'est c'est pas effrayant, possible. c'est effrayant. Mais ça veut dire qu'il y a une propagande étatique pour continuer à véhiculer des informations qui sont totalement fausses sur ce personnage. Donc là, on va aussi en Oui. revenir tout à l'heure parce que j'ai des questions assez précises à vous poser par rapport à Mm. ça. Euh, Comment se fait-il que ce personnage, avec des qualités, certes, hein, parce qu'il a Ah bah, beaucoup littéraire, on ne peut pas lui écrit, retirer. On peut pas ouais, lui voilà. retirer. Comment se fait-il que ce personnage, qui clairement était un menteur avéré, avec des, des, des attitudes très, très douteuses dans le milieu des affaires. On sait qu'il a, il a été impliqué dans le trafic d'armes, etc. Arrêtez pas. Comment Trafic se de céréales. fait-il que en France, ce personnage a été clairement, il a été protégé, c'est-à-dire qu'on a construit un mythe autour de ce personnage. Donc, Mm. qui ce personnage a protégé? Bon, alors, je pense que les révolutionnaires de 89 ont promu Voltaire, qui était un ardent partisan du libéralisme économique, qui est quand même la grande victoire de 1789. C'est-à-dire que le siècle de Voltaire, c'est le siècle des Lumières. Les Lumières, ça tourne quand même beaucoup autour de l'encyclopédie. Et l'encyclopédie, c'est la machine de guerre qui est enclenchée par des gens qui veulent absolument que la protection
royale sur le prix du pain et sur le commerce des subsistances saute au profit du libéralisme économique. C'est-à-dire que le prix du pain ne soit plus fixé autoritairement par les agents du roi, mais par la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire c'est la montée du capitalisme contre le protectionnisme royal. Voilà. La France d'Ancien Régime, le peuple est protégé par le roi et par toute une législation extrêmement pointilleuse qui fait que si vous allez au marché pour vendre quelque chose, ben vous allez d'abord montrer patte blanche, vous allez expliquer d'où vous l'avez acheté, et vous n'avez pas le droit de vendre le pain plus cher qu'un certain prix. Voilà. Donc, ça, vous avez la bourgeoisie de l'époque qui va absolument faire sauter ces protections, et c'est la naissance d'une grande vague qui va s'appeler les Lumières et qui va présenter le protectionnisme royal comme ringard. Bon, le mot est de moi, c'est parce qu'on disait à l'époque, mais on disait obscurantiste et dépassé, et qui voulait absolument convaincre le roi de laisser faire la loi de l'offre et de la demande, le marché, la loi du marché, enfin, Turgot et tous ces gens-là. Voilà. Donc, Voltaire a été le chantre de cette révolution-là. Voltaire, quand Turgot est arrivé au pouvoir et qu'il a imposé au peuple français, il a obtenu du roi d'imposer au peuple français la première expérience de libéralisme économique, ce qui a déclenché la guerre des farines, ce qui a déclenché un soulèvement général en France. Voltaire s'est précipité pour dire que Turgot était le plus grand génie que la France ait jamais porté, que ces malotrus qui faisaient la guerre des farines, c'était en fait des gens qui avaient de l'or plein les poches. Voilà, alors que vous aviez une population qui n'arrivait plus à s'acheter son pain avec les salaires qu'on leur versait, et lui, il dit ils avaient de l'or plein les poches, c'est-à-dire qu'il a encore menti. Donc, le rôle de Voltaire, c'était d'œuvrer pour faire passer le renversement de la royauté protectrice et paternaliste pour le remplacer par la loi du marché. Ben, il a réussi. Donc, Mais il a été protégé. est-ce qu'on peut dire qu'il a favorisé la révolution de 1789 au final? C'est-à-dire Complètement. que l'Ancien Régime se soit Il a débarrassé largement, de... Mais bien sûr. on suspecte quand même que les francs-maçons soient à l'origine de la fin de Oh ben, l'Ancien il en Régime. était, il en Donc était, bien sûr. il y a un lien étroit entre lui et les francs-maçons. Bien Donc sûr, bien sûr. quel était l'objectif à l'époque de ces francs-maçons? Et d'ailleurs, Le quelle pouvoir, c'est philosophie? renverser la royauté et l'Église et remplacer par la République, attendez, on y est, hein, renverser le pouvoir protecteur du roi et de l'Église et, alors on va les doter de tous les mots pour pouvoir justifier qu'on va s'en débarrasser, et remplacer par les grandes et belles idées des Lumières qui sont la liberté. Mais la liberté, c'est la liberté du commerce. La liberté du commerce. La liberté qu'ils veulent, c'est la liberté du commerce, la liberté d'acheter et de vendre sans que personne vienne regarder. Donc ça, c'est l'objet de mon prochain livre. Ça ne sera pas autour de Voltaire, mais Voltaire était ardent partisan et propagandiste de cette théorie. Donc, quand la Révolution est arrivée, on a transféré les cendres de Voltaire au Panthéon. Voltaire était un héros de la cause qui venait de gagner la Révolution. Une des premières décisions qui ont été prises par la toute nouvelle Assemblée, États généraux transformés en Assemblée, ça a été de libéraliser le prix du pain et de tirer sur tout ce qui bouge. Hein. On avait, pour que le pain puisse circuler librement, on a inventé la loi martiale pour ceux qui voulaient empêcher le blé de circuler. Or, empêcher le blé de circuler, c'est pas empêcher le blé de circuler, c'est empêcher que les marchands retirent de là où il a été, là où la population va pouvoir se servir pour le mettre plus loin, éventuellement le stocker en attendant qu'il monte, ou alors le vendre plus loin où on est sûr de le vendre plus cher. Donc, toutes les émeutes de la Révolution sont des émeutes de la faim. Les gens ont faim. Pourquoi? Parce que le prix du blé augmente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de protection. Donc Voltaire, il est un des propagandistes, et il n'a pas été propagandiste que de ça, mais il est un des propagandistes du libéralisme, c'est-à-dire du capitalisme. C'est du capitalisme. Il fallait absolument transformer la France, pays protecteur, en pays euh, capitaliste sauvage. Est-ce qu'on voit clairement une similitude avec la situation actuelle Oui, et oui, Macron, etc. Je voulais vous oui, poser la question oui, parce qu'on a oui, oui, l'impression que c'est les mêmes oui, c'est les mêmes oui. comploteurs qu'il y a derrière. Oui, oui, c'est la même, c'est la continuation, c'est la même chose, c'est la continuation. Donc, pourquoi? Alors, je voudrais revenir parce qu'il y a quelque chose d'important à dire pour comprendre comment on peut dire autant de choses fausses sur Voltaire. À partir du moment où il a été fait héros national par la Révolution, bon, par qui on va faire passer que Voltaire est un héros aux enfants des écoles? Il y a que deux façons. Il y a que deux façons. Il y a la bonne et la mauvaise. La bonne, ça serait de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire de l'histoire, c'est-à-dire de replacer Voltaire dans le contexte de son époque, c'est-à-dire non pas de l'étudier, le Voltaire écrivain, mais d'étudier l'époque et de voir quel rôle il a joué, ou alors l'approche littéraire
Et c'est ça qui se fait. On n'étudie pas Voltaire en histoire, on étudie Voltaire en classe de littérature. Et là, on prend n'importe quel texte de Voltaire, on dit regardez comme c'est génial. Comment voulez-vous que, en étudiant Candide simplement au pied de la lettre, on voit que c'est une infamie? Comment voulez-vous, en lisant le traité de la tolérance, qu'on voit en le lisant comme ça que c'est une infamie? Il faut avoir le contexte, il faut savoir ce qui se passait à l'époque. Et ça, c'est les profs d'histoire qui devraient le faire. Or, c'est pas au programme d'histoire, Voltaire, c'est au programme de littérature. Et toute l'imposture, elle passe comme ça. Toute l'imposture, elle passe comme ça. Et moi, j'ai discuté un jour avec une prof de français éminemment sympathique, que je trouvais vraiment très, très sympa. C'était la femme d'un gars que j'aimais bien et tout et tout. Elle me dit, mais enfin, regarde, Marion, c'est génial. Et elle me lit un passage de Voltaire, je me souviens plus ce que c'était. Je lui dis, mais c'est génial sur le plan littéraire, mais c'est faux. Je dis, mais comment je le sais? Mais je dis, tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas historienne. Donc, Voilà. on a fait passer Voltaire pour un grand. On a fait passer Voltaire pour ce qui n'était pas, en refusant de le replacer dans le contexte de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, je vous assure que n'importe qui fait comme moi, qui va étudier d'abord l'époque et Voltaire ensuite, il va penser de Voltaire exactement ce que j'en pense. Est-ce que vous pensez que c'est l'un des plus grands imposteurs que la France des Lumières ait eu? Oh bah ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est Donc, clair. c'est quand même Non, non, inquiétant. bon, j'ai pas Bon, trop d'éléments de comparaison. En plus, il a la mort de gens sur la conscience. Je veux dire, il a vraiment poussé des gens à la mort, quoi. Il a poussé des ouais. gens au suicide. C'est Bon, une horreur. vous pouvez parler de cette anecdote de paysan dont il a voulu s'approprier la ferme, etc. Vous aviez mentionné Ouais, alors non, j'en ai pas de souvenir exact, mais effectivement, il a voulu à un moment donné. Mais la justice lui a pas donné raison, en l'occurrence, hein. En l'occurrence, la justice lui a pas donné raison. Non, j'ai plus exactement de souvenirs précis. Je me souviens d'avoir étudié ça, mais j'en ai un souvenir moins précis que de ce qui concerne le président de Brosse ou les affaires avec la Baumelle. Mais s'il voulait, effectivement, il voulait s'approprier le bien de quelqu'un, eh bien, il allait faire des faux en écriture, il allait diffamer les gens. Enfin, c'est absolument monstrueux, alors, monstrueux, monstrueux. Et il avait bon, besoin de rien. Si vous voulez s'approprier les biens de quelqu'un et d'arrondir sa fortune, c'était vraiment pour le plaisir, quoi. Il était riche à millions. C'était un des personnages les plus riches de France. et les plus pingres, hein, vous expliquez dans une interview que Effrayant. une fois il avait besoin d'un couteau, il a fait venir un artisan et qu'il a jamais voulu Il n'a jamais voulu payer payer le prix. le prix pour ce qu'il Hmm. avait besoin. À partir du moment où on lui annonce un prix, c'est qu'on veut le voler, donc il faut absolument qu'il en rabatte. Il était tellement retors qu'il ne pouvait pas imaginer qu'on lui fasse une proposition honnête. Hmm. Ouais, je pense que C'est c'est ça en effroyable. fait. Les gens qui sont tordus, ils attirent Ouais, que des. ouais, oui, c'est ça. Donc, il y a Enfin, ils l'artisan, voient alors que c'est des drôle, gens parce que tordus, hein. Les gens qui sont il voit que tordus des ne. gens tordus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il haïsse à la mort les gens précisément qui ne sont pas tordus. Hmm. Il avait une haine du président de Brosse, c'est effrayant, quoi. Hmm. Alors que c'était l'honnête homme dans toute sa merveille, quoi. Alors, bon, on a parlé de plusieurs choses. C'est quand même inquiétant tout ça, parce que bon, moi, évidemment, comme tout le monde, je suis français, j'habite en Suisse depuis plus de 15 ans maintenant, mais j'ai fait mes études en France, enfin, pour la moitié des études supérieures à Reims. Donc, je suis Ah, passé par le. verso de mes parents. Oui, je suis passé évidemment par le collège, le lycée, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours eu des doutes sur l'histoire. C'est-à-dire que je savais qu'il y a énormément de choses qu'on nous disait qui étaient fausses. Et c'est quand même inquiétant parce que là, on parle de Voltaire, mais les Français peuvent imaginer qu'on nous ment sur énormément de choses en histoire, en fait. Mais oui, bien sûr. Donc Bah, sur la Révolution ça veut française, dire déjà. aussi que ce qui se passe aujourd'hui, les événements qui se passent, là on parle même pas de crise sanitaire parce qu'on voit que c'est une crise politique en réalité. Oui, Il y oui, a tout à fait. une instrumentalisation d'une crise sanitaire pour passer Une fausse crise sanitaire. Oui. voilà, une fausse crise sanitaire pour faire un coup d'État, parce que c'est pas autre chose qu'un coup d'État. Les libertés des Français sont considérablement menacées. Il y a des mesures qui sont prises qui C'est sont. plus que menacé, c'est réduite, hein. Oui, C'est plus il que y a menacé. des mesures liberticides, il y a la destruction de l'économie, des bars, des restaurateurs C'est effrayant. donc on se rend compte qu'il y a clairement un lien. Je pense qu'il faut connaître l'histoire. Il faut en fait faire les liens avec le passé et on se rend compte qu'il y a des connexions à faire. Est-ce que vous confirmez que la franc-maçonnerie est clairement impliquée dans ce qui se passe en France actuellement et qu'ils ne sont pas. Ils ont une philosophie politique et spirituelle
qui est proche de quoi? Est-ce qu'on peut dire que dans l'aspect pyramidal de la franc-maçonnerie sont des forces qui sont lucifériennes, à votre avis? Bon, ben, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas étudié la franc-maçonnerie en particulier, c'est pour ça que j'hésite toujours à en parler. Je peux dire que je l'ai croisée, alors ça, c'est sûr qu'on la croise. Je l'ai pas vraiment étudiée, mais c'est l'impression générale que ça donne, c'est que c'est Oui. luciférien. Parce Ces qu'ils gens ont étaient voulu, anticatholiques déjà, donc ils se à l'origine, posaient. c'est anticatholique. En l'origine, c'est anticatholique et royal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent s'affranchir de l'autorité qui pèse sur le commun des mortels. Donc, l'autorité, c'est bon pour le commun des mortels. Eux, il faut qu'ils s'en affranchissent. Comme le commun des mortels ne veut pas que ça fonctionne comme ça, ben, ils se cachent. Ils se cachent. C'est ça. Et voilà, et ils prennent toutes leurs décisions. Enfin, moi, j'avais un ami qui était homosexuel et qui me disait longtemps avant le mariage pour tous, je sais que des francs-maçons préparent le mariage homosexuel. Et lui, il faisait partie des gens qui n'avaient rien à faire, que ça n'intéressait pas et qui trouvaient ça choquant. Ouais. Donc, il m'a annoncé 10 ans avant que les francs-maçons étaient en train de préparer un projet de loi pour faire passer le mariage entre personnes du même sexe. En fait, ce qu'il faut que les C'est Français arrivé, j'ai tout de suite pensé à lui. Hein. Mmh. Je pense que les Français doivent réaliser que la franc-maçonnerie, bon, il y a différents étages, évidemment, ceux qui sont en bas, ils ont pas nécessairement connaissance, évidemment, de ce qui se passe, mais que tout en haut, ils savent très bien. Mais Mhm. on voit qu'ils ont une influence considérable Mhm. sur la politique, ils sont infiltrés partout et que évidemment, ce Mhm. qui se passe aujourd'hui, c'est pas le fait du hasard. Donc, Bien sûr que non, bien sûr que non. qu'est-ce que vous pensez, de l'évolution, de la situation, de cette crise politique actuellement, avec, Moi, l'impression que j'ai, alors je suis par moments très optimiste, par moments très très pessimiste, mais il y a une chose que je crois, à laquelle je crois dur comme fer, c'est que la vérité finit toujours par arriver. mmh, La vérité, et là en ce moment, ça fuse de partout. La vérité est en train de fuiter de mmh, partout, et et que c'est obligé de sortir finalement. C'est comme s'il y avait un oui, voilà, abcès, hein. Ça fait beaucoup trop voilà, c'est longtemps ça. qu'on nous ment, en Voilà, fait. voilà, Ça fait oui, trop oui. longtemps qu'on nous balade, ça fait trop longtemps que les gens, en fait, on a empêché, les gens de vivre leur vie, et de vivre honnêtement et avec tous ces problèmes économiques, la fiscalité, toutes ces choses-là, les gens ont été saignés, en fait, depuis longtemps et ça a toujours été le cas, c'est quand même effrayant, hein. Ouais, bah, non, ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'ancien temps, les gens, vivaient, beaucoup plus doucement qu'aujourd'hui. On a de l'idée des temps anciens, en général, on a l'idée que nous laissent des épisodes dramatiques. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, la Lorraine pendant la guerre de 30 ans, c'est une épouvante. Bon, la guerre de 30 ans, elle a duré que 30 ans, la Lorraine, elle est plus vieille que ça, quoi. Donc si vous retenez de l'histoire ancienne l'aspect toujours dramatique, c'est-à-dire quand il y a une épidémie, quand il y a une guerre, quand il y a une peste ou quand il y a une famine, parce qu'il y a du gel ou parce qu'il a trop plu, etc., vous avez un aspect sordide de la vie de nos aïeux. Mais moi, je me suis penchée, et tout l'été, pas l'été dernier, l'été de l'année d'avant, l'été de 2018, je me suis penchée sur une série de livres qui ont été écrits par un monsieur qui s'appelait Albert Babot et qui est allé chercher comment vivaient nos aïeux dans les villes, dans les villages, comment ils étaient habillés, comment c'était quand ils se mariaient, comment c'était quand ils étaient… La vie quotidienne. Mais attendez, nos aïeux vivaient infiniment mieux que nous et ils avaient infiniment plus de droits que nous. Mmh. Nos aïeux décidaient pour eux-mêmes. Je racontais ça à un ami récemment. Je lui dis, sais-tu que dans les villages, le maître d'école était recruté par les parents, payé par les parents, non pas par les parents, par le village. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas d'enfants, comme vous participiez au budget du village, vous participiez au salaire du maître d'école. Mais le maître d'école, il enseignait aux enfants ce que les parents avaient décidé. Il y avait une école par clocher en France, et il y avait un clocher par village. Il faut le savoir quand même. Et quelquefois, il y avait plusieurs écoles par village parce que vous aviez des hameaux qui étaient suffisamment organisés pour pouvoir avoir Il y a un observateur qui avait traversé la France au XVIe siècle qui a dit: ce pays est extraordinaire, chaque village a son grammairien. C'est extraordinaire. Et on nous dit, nos aïeux, ils vivaient à quatre pattes, ils étaient couverts de boue, penchés sur la glèbe. C'est n'importe quoi. Je veux dire, prenez un truc comme la gastronomie française. Vous croyez que c'est sorti comme ça? La gastronomie française, c'est des générations de traditions culinaires qui sont faites dans les villages. Mais c'est parce que des gens développent une tradition culinaire parce qu'il y a à manger, parce qu'il y a de la viande, parce qu'il y a des légumes, parce qu'il y a des fruits, parce qu'il y a du gras, parce qu'il y a du…
Nos Parce aïeux qu'il y a savaient une, tout faire et parce qu'il y a une grande vivaient bien. diversité Il y a une et... grande diversité, une grande activité, il y a Mm. une grande joie de vivre. Les gens faisaient des fêtes tout le temps. Moi, je suis mon personnage Damien, par exemple, et à un moment donné, je le retrouve à une kermesse. Je le trouve à une kermesse et je rentre dans la kermesse. Alors, je l'ai vu à la kermesse, il était ici, il était là. Vous avez parlé témoignages. J'ai fait un séminaire l'année dernière qui s'appelait l'histoire par les procès. Quand vous étudiez le procès d'un personnage, vous rentrez dans la vie quotidienne des gens. Hein. Donc, Mm. on va savoir comment ils étaient habillés ce jour-là. Par exemple, un jour, j'ai Parce que des personnages, vous avez accès à tous les détails, en fait, c'est ça? tous les détails. La fille, elle avait une jupe plissée avec des rayures, hein, et elle tenait à la main une écumoire. Moi, ça m'amuse, une écumoire. Moi, j'en ai une écumoire, je m'en sers. Et ben, elle s'en servait, puis avant, elle s'en servait. Un jour, au musée Saint-Germain à Auxerre, j'ai trouvé une écumoire qui datait du 5e siècle. C'est des petits trucs comme ça qui vous montrent de quel peuple on est issu et qui font vraiment aimer l'histoire. Donc, par le procès, on arrive à entrer dans des milliers de petits détails comme ça et qui vous montrent mais que nos aïeux vivaient bien, mais ils vivaient bien. Alors, si on veut s'arrêter aux périodes où il y avait la peste, aux périodes où il y avait l'épidémie, aux périodes où il y avait la guerre, alors évidemment, c'était épouvantable, mais enfin, on peut pas non plus résumer le. Vous savez, c'est comme si on résumait l'histoire de France à la guerre de 14. Vous imaginez la guerre de 14, l'épouvante que ça a été. Ça a été atroce. La guerre de 14, c'est 4 ans d'enfer. Ben oui, ben c'est 4 ans. Hein. 4 Alors, ans. si on parle un C'est petit pas peu de toute l'histoire, quand même. ces parasites, parce qu'il faut les appeler comme Mmh. on doit les appeler, ce sont des parasites. Donc là, je parle de la franc-maçonnerie, en tout cas des gens haut placés dans la franc-maçonnerie, parce que Ouais, la ouais. plupart, ils sont manipulés, mais ils ont quand même bien saccagé ce pays, parce qu'ils ont détruit le Ah monde bah ça, c'est clair. rural, ils ont complètement centralisé l'éducation. C'est catastrophique, la situation actuelle. Est-ce que vous pensez que justement, c'est bien que l'abcès soit crevé une fois pour que les Français Bah, réalisent? si ça pouvait, oui, c'est ce que j'espère, c'est ce que Mhm. j'espère, mais on n'est jamais assuré de la victoire. C'est-à-dire la victoire, moi je pense on vaincra, je suis pas sûr à mon âge que je la verrai la victoire. Hmm. Je sais pas. Alors, est-ce que, bon, on peut mettre aussi une composante spirituelle et religieuse là-dedans? On Oui, sait que moi je la mets, ouais. oui, voilà, moi je la mets aussi parce que de toute façon, Mmh, il faut s'intéresser, c'est un pulse, hein, faut mmh, avoir plusieurs éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur Terre. mmh, mmh. On passe une période où effectivement c'était prévu déjà au niveau biblique un affrontement entre les ténèbres et la lumière. Est-ce que vous pensez que ces forces des ténèbres qui sont derrière ces sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie et beaucoup d'autres, même beaucoup qui sont inconnus, c'est un affrontement avec ces forces, lucifériennes parce qu'on voit que, Oui, moi j'ai heu, l'impression que c'est ça, oui. c'est ça, Oui, j'ai hein? l'impression que c'est ça. De Mmh, toute façon, moi ce que je vois de ce que la franc-maçonnerie nous propose, c'est toujours d'être comme des dieux. C'est-à-dire, on est une femme, on veut être un homme, on veut un enfant, on va le fabriquer. On veut ces gens-là ont la folie de la création en lieu et place de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pêchent par un orgueil démesuré et l'orgueil, mmh. c'est quand même le premier des vices. L'orgueil, c'est la chose la plus grave. Et C'est la on chose voit la plus que, grave, bon, la l'orgueil. stratégie, c'est toujours la même, hein, c'est toujours, diviser pour mieux régner. On crée un problème, Mentir, ouais. voilà, on crée un problème, on s'attend à une réaction et ensuite on vient avec la solution. Donc c'est une stratégie, une ingénierie sociale triangulaire, mais qui se Mmh. répète tout le temps, on le voit, hein. Hem, Qu'est-ce que vous pensez? Bon, j'ai interviewé, il n'y a pas si longtemps que ça, Yvan Rioufol, il intervient Oui, sur le Figaro. Il a dit que les oui. Français sont lucides et qu'ils ne ils ne se laisseront pas mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour J'aimerais l'instant, que il ce n'y a soit pas vrai, j'aimerais que grand-chose ce soit qui vrai. bouge en France. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est pas qu'il y a pas grand-chose qui bouge. Le mouvement des gilets jaunes a été un soulèvement d'une spontanéité, d'une virulence absolument extraordinaire. Regardez comment il a été matraqué, comment Mmh. c'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Moi, j'étais, gilet jaune avant que ça commence, hein. J'ai commencé à mettre le gilet jaune sur le pare-brise c'est avant le 18 novembre. Donc j'ai vu les premières manifestations de gilets jaunes, c'était phénoménal, c'était gigantesque. Puis petit à petit, les gauchistes sont arrivés là-dedans. Ils ont dit: «Eh, on est un raciste, machin, Mmh. homophobe, truc muche». Bon, bah, bon, puis en plus de ça, chaque fois que la police chargeait, c'était de plus en plus violent, donc les gens se sont éloignés. Mais la France a montré dans l'explosion du mouvement des Gilets jaunes une vitalité, une santé mentale collective absolument extraordinaire, extraordinaire. Mais les forces qui nous combattent sont démoniaques, Ils sont démoniaques, démoniaques, effectivement. Est-ce que vous démoniaques. pensez à un sursaut français malgré tout? Bon, là, on parle,
parce qu'on connaît aussi leur programme. Je veux dire, il est déjà bien établi. N'importe qui s'intéresse un peu à la question peut voir que la philosophie politique, elle s'est installée depuis déjà des décennies avec le transhumanisme. On voit la vaccination, le Bill Gates, le World Economic Forum, etc. Bon, moi, je pense qu'on peut partir aussi du principe qu'on n'est pas seul. Donc, si c'est un affrontement entre ces ténèbres et la lumière, donc la lumière, elle est là. Il faut l'ancrer sur cette planète. Il faut la descendre. Il faut se verticaliser. Est-ce que vous Oui, croyez à oui. un sursaut français? J'y œuvre, j'y participe. Je l'espère et je fais à mon petit niveau ce que je peux pour. Je pense qu'on fait bien quand on fait ce qu'on sait faire. Donc, on me demanderait de prendre les armes, je serais nulle, nulle, absolument nulle, donc je ne sais pas faire. On me demanderait de faire un repas pour 25 personnes, je serais nulle aussi. Aller chercher la vérité historique, je pense que je commence à avoir une petite compétence. Donc, pas que historique, hein, la vérité, notamment sur les programmes de l'ONU en direction de la sexualisation des enfants. C'est un véritable cauchemar. Donc, voilà, je pense que j'espère contribuer à la à notre salvation, collective, à mon niveau, mais je recommande à chacun de faire bien ce qu'il sait faire le mieux et je pense qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'on doit y arriver. Et on Mais voit surtout, que faut plus écouter les infos, faut plus écouter oui, les infos. voilà, c'est ça. Bon, je pense que beaucoup de gens ont compris qu'il fallait couper BFM TV, LCI et toutes Mmh. les news mainstream. Mais on voit que les Français sont quand même hypnotisés. Une bonne partie des Français sont hypnotisés parce que si on coupe Mmh. cette danse hypnotique machiavélique, la réalité s'effondre, c'est-à-dire les mensonges sont Ouais, mis à ouais, jour, etc. ouais, Comment, à ouais. votre avis, parce qu'on voit que c'est la peur, c'est parce que les C'est gens la ont peur, les gens peur ont qu'ils très, sont très prêts à peur, ouais. accepter n'importe quoi. Vous voyez Ouais, ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais. Ouais, À ouais, votre ouais. avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les Français reprennent en main leur destinée et qu'ils se libèrent de cette peur hypnotique qui est tournée en boucle par les médias et par les personnages politiques qui Dire sont la en vérité, scène? dire la vérité, dire la vérité, dire la vérité. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent: «Bon, ben, maintenant, vous avez dit la vérité, nous, on va prendre les armes». On va voir, hein, peut-être qu'on aura un jour, je veux dire, il reste des forces armées en France, hein, je ne sais pas Mmh. ce que ça va donner. Heu, je pense ce que moi je dis qu'il faut faire avant tout, c'est dire la vérité. Chercher la vérité, la dire. Chercher la vérité, la dire. Chercher la vérité, la dire. Et c'est le qui est-ce qui disait ça? C'est le fils de Yehudi Menuhin. Il disait, «Dites la vérité et le diable, s'en remettra pas. Dites la vérité, le diable s'en remettra pas». Toutes ces saloperies, passent par le mensonge et la vérité les dérangera. La vérité les dérangera. Alors, on voit qu'ils utilisent des méthodes d'intimidation. J'ai interviewé le docteur Trotta récemment et il parlait de Jean-Bernard Fourtillan. On sait qu'il y a quelques jours, il a été interné en hôpital psychiatrique parce qu'il a posé une plainte contre l'Institut Pasteur. Il a des preuves accablantes sur l'implication de l'Institut Pasteur dans le Covid-19. Donc, il a été interné. On ne sait pas ce qui se passe maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors moi, j'ai pas regardé, en Parce qu'ils particulier vont peut-être le l'affaire utiliser du toutes les docteur. méthodes à leur Bah, ils disposition, vont hein, tout utiliser. Mais moi, ce que je crains un petit peu, c'est qu'on médiatise un peu vite des choses, sans savoir. J'ai lu, parce que ça, c'est le danger. Le danger qui nous guette, c'est de croire des fausses informations. C'est-à-dire que le mensonge est tellement diffusé que parmi les vérités qu'on croit les vérités, on risque malheureusement de tomber sur des mensonges qu'on a gobés et la grande difficulté, c'est le discernement. C'est d'avoir du discernement et c'est très, très difficile d'en avoir. Alors j'ai vu j'ai vu une vidéo sur, d'un garçon qui s'appelle Jean-François Rabillé sur, la chaîne Tipic, qui dit que c'est pas si simple l'affaire du docteur Fourtillat. C'est pas forcément que, ce qu'il a dit, dans le documentaire Hold Up que j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai mmh. trouvé ça remarquable. Il faut peut-être aller chercher la vérité, c'est peut-être pas si clair, c'est peut-être pas si simple, c'est peut-être pas si simple. Cela dit, j'aime beaucoup Sylvain Trotta et je prends un grand plaisir à le suivre. Je ne le connais pas malheureusement, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup, sa liberté de parole et de voilà. Alors, juste pour revenir à Voltaire, parce qu'on approche à la fin de cette interview,
Euh, Est-ce que Voltaire peut être considéré comme un traître à la nation et le Oui, combustible de la division du peuple oui, français à son époque? oui, oui. Traître à la nation, c'est clair. Il a toujours joué contre la France. Il a toujours joué contre la France. Pendant la guerre de 7 ans, il négociait avec les Anglais. Il recevait le frère du Premier ministre chez lui à Genève. C'est pas beau ça? Non, 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 c'est le traître à la nation. Il a dit que la perte du Canada, c'était quelques arpents de neige. Allez raconter ça à nos cousins canadiens, ils apprécient moyennement. Est-ce que Et vous pensez voilà. que, au regard de l'histoire, à un moment ou à un autre, il faudra débaptiser certains bâtiments ou lui rendre beaucoup moins d'importance qu'on lui a donné? Juste dire la vérité, ça suffira. Moi, j'aime pas qu'on abatte les statues. De toute façon, il n'y Mm. a pas beaucoup de statues de Voltaire. Non, j'aime pas Mm. qu'on abatte les statues, moi. Mais dire la vérité sur Voltaire, mais vous savez, je me régale, hein, parce que tous les gens Bah, qui ça sont dans les intéresse, réseaux, c'est pour ça. Non, non, mais oui, le sujet ouais. était extrêmement intéressant. C'est pour ça que bon, vous êtes une spécialiste, une experte sur la Attendez, moi j'ai écrit question. un Donc, bouquin, il y a 460 notes de bas de page. Alors si je me suis trompé sur une note de bas de page, je suppose que quelqu'un qui va dire que je dis des mm. bêtises il va me dire laquelle. Jusqu'à présent, personne ne m'a pris en défaut. Hein. Personne. Je me suis fait insulter pour avoir attaqué Voltaire, mais Mais bien sûr, insulter, mais bah, c'est jamais contredite. pas du tout étonnant, hein, puisque Hmm. vu la propagande et le mythe qui a été construit autour de ce personnage, parce qu'on voit clairement qu'il a eu des soutiens énormes. On Hmm. sait qu'il y a la franc-maçonnerie derrière, donc il y a tous les niveaux de la société qui sont représentés dans cette franc-maçonnerie potentiellement, et qu'il a eu des. En fait, il y a les personnes qui sont en coulisses, ceux qui tirent les ficelles, et ceux qui ont utilisé ce personnage pour Hmm. leur servir leur agenda. Mais alors, moi, ce que je crois concernant Voltaire, c'est qu'il y a des soupçons. Alors, on n'est pas sûr à 100%, mais il y a vraiment des soupçons qui sont très étayés, qu'il aurait fait dans le satanisme aussi. Oui. Bah, je pense que Et ce serait pas étonnant, effectivement. vraiment, parce qu'il Mm. il n'a été franc-maçon que sur le tard. Il a été reçu franc-maçon 15 jours avant sa mort, quelque chose comme ça. Encore qu'il a été franc-maçon sans être accepté. Il l'a été de façon naturelle, mais il n'est pas rentré dans une loge. Il est rentré aux 9 sœurs 15 jours, 3 semaines avant sa mort. Mais il est vraisemblable enfin, il n'est pas vraisemblable. Il y a de forts soupçons qu'il ait passé des pactes avec le diable. Parce qu'il y a il y a des noms de démons qui reviennent en si dans certains de ses écrits, c'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant. Et ce qui C'est-à-dire, expliquerait, il mentionne des démons, des oui, 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 personnages oui, démoniaques dans ses écrits? oui, 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 on trouve ça. Oui, oui. Alors attendez, il faut absolument que je retrouve le nom du professeur. Attendez, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous retrouver le nom de cet éminent professeur. Je ne connais que lui, qui a écrit d'excellents ouvrages sur Voltaire et sur les Lumières. Oh là, je vais pas retrouver. Oh là là là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a Non, trop. mais vous pourrez me le communiquer après, je le mettrai en bas Oui, je vous le de la communiquerai vidéo. après. Oui, oui, je vous le communiquerai Juste après. par rapport au cas de justice concernant Voltaire, bon, vous avez clairement explicité dans de nombreux cas qu'il a exagéré et Il a inventé des menti, il a justices. déformé les choses, il a dit le contraire. C'est Mm, plus qu'exagéré. mm. Quand il dit comment peut-on torturer quelqu'un pour savoir s'il est coupable ou innocent, alors que c'est marqué en toutes lettres dans le code, dans le code pénal de Louis XIV, dans l'ordonnance criminelle de Louis XIV, que quand on aura des preuves, non, quand on aura une conviction ou des preuves considérables, etc., mais qu'on n'aura pas d'aveu, on pourra appliquer la torture. Ça veut dire qu'on applique la torture que si on est sûr de la culpabilité d'un gars. Et lui, il dit, alors je ne sais pas encore si tu es coupable. Il ment, il ment. Il ne se trompe pas, il nous trompe. C'est toute la différence. On a le droit de se tromper. Et lui, ce n'est pas lui qui trompe, c'est nous. C'est nous qui trompons. Et les gens qui reprennent Voltaire et qui en font un héros seraient quand même bien inspirés d'étudier un minimum l'époque et les événements que Voltaire raconte. Parce que ça, c'est pas dur. Hein. Prenez l'affaire du chevalier la barre. La chevalier, il a eu la langue arrachée, le poing coupé, et tout simplement parce qu'il n'avait pas enlevé son chapeau alors qu'il était innocent. Bon, ben, encore un coup, le chevalier de la barre, c'est tout faux. C'est Mm. tout faux. Le Oui, chevalier en de la fait, barre, il avait continué. Non, mais il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. dans les deux cas, les deux dossiers importants dont il s'est énormément servi, c'est l'affaire Calas, comme vous l'avez indiqué, et l'affaire du chevalier de la Le Barre. chevalier de la barre, ouais, ouais. Donc, dans ce cas de figure, il a utilisé cette affaire pour raconter un tissu de mensonges, c'est bien ça? Pour dire du mal alors d'abord calomnier l'Église, mais c'était pas tant l'Église que les croyants. C'est calomnier les croyants.
Mm. Il avait un mépris pour les gens qui croyaient. Alors, lui, il Mais voulait quelqu'un qui qu'il a y ait un de la religion. mépris, quelqu'un qui a un mépris pour les croyants, c'est quelqu'un qui a voué Et allégeance aux forces lucifériennes, hein, clairement. oui, bah, probablement. Moi, je ne suis pas spécialiste de Ben, je Lucifer, pense, mais c'est comme ça que je le ça comprends. paraît évident. C'est quelqu'un Il qui. disait, il faut absolument que les gens croient qu'il y a un Dieu. Il disait, l'athéisme n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est un truc de gens bien. Entre gens bien, on a le droit de dire que Dieu n'existe pas. Mais face au public, il faut absolument revendiquer que Dieu existe et qu'il nous punira. Et il dit, et qu'il punira mon paysan s'il me vole mon blé. Voilà. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait absolument une religion soumise au pouvoir civil, au pouvoir politique. Hein, Pour et pouvoir c'est tout. manipuler les gens, les rendre Pour pouvoir coupables. manipuler. Bah, croire qu'il a voulu une église sous sa coupe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait la Révolution. La Révolution, elle a voulu. Et puis après, quand elle a compris qu'on n'arrivait pas à la supprimer parce que les gens étaient trop attachés, ben on s'est dit on va la dominer, on va la diriger. On va la diriger. C'était le but des jansénistes, c'était le but. Enfin, non, le complot dure comme ça depuis très très longtemps. Et la Révolution a réussi ça. Et ensuite, pendant tout le 19e siècle, ça s'est fait comme ça. L'Église était quand même beaucoup sous la tutelle du pouvoir politique. Hmm. C'est un juif, moi, qui m'a dit ça un jour. J'ai rencontré un éminent monsieur qui s'appelait le professeur Yeshayahu Leibovitch. C'était une tête, un type qui était un juif très pieux. Il avait sa kippa sur la tête. Il avait tous les doctorats qui existaient à l'université de Jérusalem. Et il m'a dit tout le bien qu'il pensait de l'Église catholique avant la Révolution. Il me dit l'Église, à ce moment-là, était indépendante et la suggestion, la soumission de l'Église à l'État a été. Il me l'a dit, mais en plus de ça, je n'étais pas historienne à l'époque. J'ai été reçu chez lui. Enfin bon, j'ai eu ce grand honneur d'être reçu à Jérusalem chez le professeur Leibovitch. Et il m'a dit tout le bien qu'il pensait de l'Église avant qu'elle soit soumise à l'État. Intéressant. Intéressant, hein? Pour finaliser cette interview, bon, on a vu que le personnage de Voltaire qu'on nous présente dans le milieu académique n'a rien à voir avec la réalité historique. Donc, les auditeurs qui veulent faire plus de recherches en ce sens, ben, ils peuvent se procurer déjà, pour commencer, votre ouvrage Voltaire, une imposture au service des puissants. Il y a aussi l'autre ouvrage qui a été, que vous avez mentionné, Voltaire, l'or au prix du sang. Oui, Par, de Michel Cuny, oui. voilà. Et bon, évidemment, faire d'autres Il y a recherches. Voltaire méconnu si vous avez mon livre là sous les yeux, il fait partie de la bibliographie. Voilà. Oui. Donc, il y a d'autres questions que je voulais vous poser, mais je voulais juste que vous mentionniez quelques informations sur Jules Michelet, euh, parce que c'est un personnage qui a un lien avec Voltaire. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer Non, comment? non, il n'a pas de lien avec Voltaire. Non, Michelet, c'est ce qu'on appelle l'historien hystérique. Michelet, c'est le gars qui fait du roman, il fait du roman national. Hmm. Et alors, on va dire qu'il n'est pas historien parce qu'il a écrit des livres d'histoire, mais c'est du roman national qu'il fait. C'est un anti-catholique rabique. Et il invente n'importe quoi pour faire passer. C'est fou. Il a écrit un livre qui s'appelle La sorcière, dans lequel il raconte que les malheureuses sorcières chassées par le moment de la chasse aux sorcières étaient des jeunes femmes belles, sombres, gna gna gna, il a tout inventé. Il a tout inventé. Il a inventé le droit de cuissage. Il a inventé que la révolte de la sorcière, c'est la révolte de la jeune fille dont la virginité a été prise par le Seigneur alors qu'elle. Mais n'importe quoi. Et c'est ce qui est Tous enseigné, pourtant, le droit de cuissage, c'est ce c'est qu'on nous drôle. enseigne grossièrement à l'école, ou je veux dire, donc il y a énormément d'informations Imaginez, qui. vous êtes une jeune fille vierge qui allait épouser le garçon que vous voulez. Quelle est la jeune fille qui veut épouser le garçon qu'elle aime, qui va être assez bête pour conserver sa virginité pour se la faire piquer par le seigneur du coin? La fille, si c'est ce que veut le seigneur, mon chéri, tu le prends avant le mariage, et puis comme ça, il vous foutra la paix en une seconde. C'est ahurissant. C'est ahurissant.
Ça n'a ni queue ni tête. Mm. Ça n'a ni queue ni tête. Et Michelet, quand il raconte ça, il met en scène. Et alors, elle a le regard, machin et tout. Et alors, et elle arrive. Et lui, au château, le lendemain, il va chercher son aimé. Et là, tout le monde lui envoie des coups de bâton sur la. C'est délire. Michelet, il est délirant. Il est délirant, délirant. Mais c'est drôle. Michelet, c'en est drôle. C'en est drôle. Bon, pas toujours, mais mais il y a des moments où c'en est drôle, Michelet, tellement il raconte des imbécilités. Alors, pour terminer, on voit que Voltaire, il y a effectivement un gros décalage entre ce qui nous est présenté et la Ouais, réalité. c'est le moins qu'on Bon, puisse dire. bon, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a eu, enfin, qui a écrit beaucoup. Oui, Quels sont les oui. points positifs qu'on peut retenir sur Voltaire, au-delà de tous ces points négatifs? Il avait la plus jolie plume de son siècle. Il a écrit divinement bien. Il a écrit divinement bien. Il a écrit des poèmes qui sont des, des trucs, des flatteries absolument obséquieuses pour les uns pour les autres. C'est comme ça Est-ce que c'est qu'il a fait vraiment sa place lui dans le qui monde. les a écrits déjà? Oui, 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 oui. Il maîtrisait la langue française de façon magistrale. D'ailleurs, il le devait à ses maîtres jésuites, parce que les jésuites ont été les meilleurs pédagogues de leur temps. Hein. Sortir de l'école de jésuites, c'était vraiment connaître ses humanités parfaitement, savoir versifier, enfin, ça connaître le latin, le grec, enfin bon, c'est. Et Donc Voltaire avait une plume il avait une maîtrise exceptionnelle de la langue. exceptionnelle, exceptionnelle, exceptionnelle. Et je vois même dans ses lettres les plus abominables, le style qu'il y a, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment une très, très belle plume. Et j'en veux pour illustration un des passages de la lettre que le président de Brosse lui a envoyé. Continuez, cher maître, continuez de nous enchanter de votre plume, du genre, laissez tomber toutes ces bêtises et continuez de nous enchanter. On était flattés de connaître Voltaire tellement on était admiratif de sa plume. Et d'ailleurs, Frédéric, le roi de Prusse, qui était un fervent admirateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie, quand on lui a dit que Voltaire n'était pas à l'Académie, encore, hein, puisqu'il y est pas entré, il lui dit, mais qui y est donc? S'il n'y est pas, qui y est? Il était la référence absolue. Et jusqu'au bout, il a magnifiquement servi la langue française, mais pas la France. Pas la Merci, France, ni les Français. merci Ni les Français. beaucoup, Marion Encore que Sigaud. je vais mettre un bémol. Je trouve que son roman Candide est ni fait ni à faire. Pour moi, c'est un torchon. Sur le fond et sur la forme. Je déteste la façon dont il a écrit Candide. Il n'y a pas de concordance des temps, c'est mal fichu. C'est un truc écrit à la va-vite. Mais lisez certaines de ses lettres, lisez des poèmes à la. Non, non, mais attendez, c'est superbe. C'est superbe. On va pas tout jeter quand même. Non, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que Ouais, c'est quand ouais. même quelqu'un de particulier, qui a aussi du Ouais. talent. Mais effectivement, cette partie obscure est très déstabilisante et les Français se doivent de connaître la vérité. Marion Sigaud, merci pour cette Merci à interview. vous. C'était un plaisir. Donc, je rappelle aux éditeurs que vous avez publié en 2015 un livre qui s'appelle Voltaire, une imposture au service des puissants, et que ça vaut la peine d'investiguer vos recherches, hein, qui décrivent Voltaire sur son vrai jour. Et voilà. Donc, avant de poursuivre, enfin de terminer, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, franceliberté.tv. Marion, on se verra peut-être ultérieurement pour un Je veux autre. pouvoir mettre cette interview sur ma chaîne. Vous allez m'envoyer un lien? Oui, oui, je vous Oui, enverrai c'est le possible. lien. Je vous donne rendez-vous ultérieurement sans doute pour traiter la problématique de la pédophilie. Donc, il y a pas mal de choses à dire sur Il y aura beaucoup cet de choses à dire. Je aspect-là. prépare quelque chose là qui va arriver, donc je vous le ferai savoir. Voilà. Vous Merci serez au courant. encore, hein. Merci, merci Ludovic. À bientôt, au À revoir. bientôt, au revoir.